bienvenue dans le 56cast numéro 109. Aujourd'hui, on va parler de course de nano-voitures. C'est en gros la plus petite course de voitures au monde qui s'est passée il y a 2 semaines. Pas la plus petite course, la plus grande course de petites voitures. La plus grande course de petites voitures, ok. Il va falloir faire gaffe aujourd'hui. C'est précis. Hein. On en parlera avec notre invitée Claire-Marie Pradier. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe scientifique à l'Institut de chimie du CNRS. Et Erwan Cario, bonjour. Hello. Erwan Cario, journaliste à Libération. Voilà, et d'abord on va parler un petit peu... Pas du tout. D'abord on va parler un petit peu du chiffre 109 puisque c'est le numéro du podcast du jour. Alors 109, que dire sur 109? C'est d'abord un nombre sexy avec 103. Pas un nombre sexy tout court, un nombre sexy que avec 103. Parce que entre 103 et 109, il y a une différence de 6. Ce sont tous les deux des nombres premiers avec une différence de 6. Voilà. Et est-ce qu'on sait combien il y en a? Des nombres sexy? Ouais. Bah une infinité. Ah oui? Oui, et alors après, tu as les nombres sexy par 2, les nombres sexy par 3, c'est des triplets sexy. Après, il y a les quadruplets sexy parce qu'il y a une différence de 6 entre chaque. C'est sexy. C'est super sexy, attention. Voilà, c'est un jeu de mots avec sexe en latin qui veut dire 6, c'est de l'humour de mathématicien. Je ne sais pas si on peut comprendre, je ne sais pas comment l'humour de chimiste, c'est peut-être mieux. Sinon, en 109, qu'est-ce qui s'est passé en 109? Eh ben, par exemple, le 22 juin 109, c'était l'inauguration des thermes de Trajan à Rome. Ce sont des bains publics. Trajan, c'était l'empereur qui régnait à ce moment. Il avait une grosse politique de construction publique. Il a pas mal transformé Rome. Il a fait le forum, les marchés, la colonne Trajane qui est très connue. Tout ça. On va parler un petit peu de missiles. Hein. Oui. Moi, j'arrive pas à choisir. Hein. Je suis désolée, j'en ai pris 4. Un missile, le BGM-109 Tomahawk. Ah oui. C'est un missile qui peut être lancé d'un sous-marin. Il a été conçu par les USA dans les années 70. Hein, il ressemble à ça. Voilà. Il a une portée de 2500 km. Ça te fait rire? Tu balances des photos de missiles comme ça. À un moment, il était question, non mais parce qu'il était question d'arrêter de faire des missiles, mais l'armée américaine en a encore acheté 149 quand même en 2016. Voilà, ça part de la mer et puis après ça fait boum et ça fait des dégâts, ça tue des gens et tout. Ça coûte entre 1 et 2 millions de dollars l'unité. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Et enfin, le 109 pour les amateurs d'aviation est un avion de chasse. C'est le Messerschmitt Bf 109, un avion allemand qui a volé, qu'est-ce qu'il y a entre 1935 et 1965. Alors il a fait notamment la guerre d'Espagne, le bombardement de Guernica, tu vois le Picasso? Mais non mais je rigole, c'est pas drôle, d'accord. C'est lui qui bombarde. Picasso Guernica. Oui, voilà, le bombardement de Guernica, c'est lui. D'accord. Entre autres. Et il a aussi surtout fait la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était l'une des stars. Au total, on en a... Enfin, star, bon voilà. Au total, on en a construit presque 34 000 de ces avions. Donc je propose qu'on appelle ce podcast le Messerschmitt-cast, si ça vous va. Je vote pour. Ça vous va? Okay. Bon, on fait ça. Quartier libre. Quartier libre, la Nano Car Race, c'était la première course de voitures, de plus grande course internationale de plus petites voitures du monde, en gros, puisque les voitures, donc c'était le 28-29 avril à Toulouse, vous y étiez. J'y étais. Et le but, c'était de faire avancer des voitures de la taille de quelques nanomètres sur une piste de 100 nanomètres de long. Oui. Alors, pourquoi on fait ça déjà? Alors pourquoi on fait ça? Je dirais que parce que, alors ça résulte peut-être, mon voisin le disait tout à l'heure que c'était un peu de la folie, ça résulte peut-être un peu de la folie des chimistes, mais surtout de leurs idées et de leur inventivité, qui consistait à essayer de démontrer qu'on pouvait concevoir et synthétiser, c'est ça qui est très difficile, des molécules, des grosses molécules, constituées de plus de 100 atomes, donc assembler 100 atomes et pouvoir ensuite les contrôler. Parce qu'on sait très bien qu'une molécule dans n'importe quel environnement, elle bouge n'importe comment et c'est incontrôlable. Mais on sait aussi que par exemple dans notre corps, on a des machines moléculaires qui marchent très très bien, sans défaut ou presque sans défaut et qui nous permettent de vivre. On peut parler de l'ATP synthase, une molécule, une protéine, oui, une très très grosse molécule qui est responsable de la fabrication de notre carburant qui alimente toute la machinerie dans notre corps humain. Et donc les chimistes avaient l'ambition de voir si, en synthétisant des molécules de forme bien contrôlée, on pouvait imaginer qu'on les contrôlerait par une impulsion externe. Alors les contrôler, ça veut dire par exemple, et on en arrive là, à les mettre sur une surface et à les faire avancer. Et voilà. Et les discussions entre chimistes, parce que les chimistes se parlent, parce que les scientifiques se parlent, finalement, les ont petit à petit amenés à dire « Ah bah oui, tiens, on va faire une molécule qui tourne, puis une molécule qui avance ».
Et donc les chimistes ont finalement conçu dans leurs équipes respectives, dans le monde entier, des machines. Des machines qui pouvaient tourner, avancer. Je pense qu'on reviendra au prix Nobel qui a été attribué évidemment à 3 équipes, dont une équipe française, dont évidemment Jean-Pierre Sauvage, et qui est à l'origine d'un certain nombre de machines moléculaires. On y reviendra. Mais en ce qui concerne les voitures... historique après, et les voitures d'abord, parce que... Mais les voitures... Il doit y avoir une certaine impatience à savoir ce que c'est que cette histoire de course. Les voitures, c'est des grosses molécules dont certains éléments peuvent tourner les uns par rapport aux autres. Genre les roues. Genre les roues. Et donc faire avancer, genre un châssis, une partie de la molécule qui n'accroche pas trop à la surface et qui pourrait peut-être un jour, rêvons, transporter une autre molécule au bon endroit. Imaginons que dans le corps humain, elle amène un médicament, elle apporte plutôt un médicament quelque part. D'accord, donc aujourd'hui des voitures, demain des camions. Peut-être. Alors concrètement, à quoi ça ressemblait une course de voitures moléculaires? Il y avait surtout des gens derrière des ordinateurs dans une salle qui contrôlaient les molécules, qui n'étaient pas dans la même salle, mais qui, elles, étaient sous un microscope à effet tunnel. Dans une autre salle, c'est ça? Oui, alors c'est ça. Alors c'est ça. Bon, mais d'après ce que vous dites, on a l'impression que les gens ne voyaient rien. Mais en fait, les gens voient tout, parce que en parallèle à ces progrès extraordinaires qui étaient la synthèse de ces molécules, la conception et la synthèse, ça c'est les chimistes qui ont travaillé des mois, des années à synthétiser la molécule qui pourrait peut-être un jour tourner. En parallèle de ça, il y a eu des progrès énormes sur la visualisation de ces molécules. Évidemment, ça ne peut se faire que dans un microscope, comme vous le dites. On reviendra peut-être aux conditions dans lesquelles la course avait lieu, de vide, de froid, de température, voilà, extrême. Mais en tout cas, quand vous dites les pilotes étaient dans une autre salle, en même temps, ils voyaient leurs molécules. Oui, bien sûr. Grâce au progrès notamment de la microscopie à effet tunnel, qui permet de prendre des images, de faire des images. Alors, c'est pas, on ne voit pas directement, mais on fait des images qui donnent une représentation de la structure électronique de la surface. Et celle-ci est la représentation de leurs molécules, donc de leur voiture. Donc oui, les pilotes étaient dans une autre salle, parce que le microscope, il faut que ce soit très très stable, il faut que ce soit sous ultravide, il faut que ce soit à très basse température. Mais les pilotes voyaient en direct, presque en direct, leurs molécules. Et donc juste comment ça se passe, c'est-à-dire que le but du jeu, c'était d'aller sur une piste de 100 nanomètres. Oui. D'aller le plus loin, le plus vite possible. Oui. Et toutes les voitures étaient sur la même piste? Oui, c'est vraiment la très bonne question et c'était tout l'enjeu. C'est que les voitures ne peuvent pas être sur la même piste. Voilà. Parce que pour les visualiser, j'ai parlé du microscope, il faut une petite pointe métallique. Attendez, j'ai juste une image pour illustrer le principe un peu du microscope à effet tunnel. Oui, très bien. Donc ça va m'aider à expliquer. Donc vous voyez une pointe qui passe au-dessus de la surface, on dit qu'elle balaye. C'est un microscope, la pointe balaye la surface. Il existe une tension électrique entre la pointe et la surface. Et surtout, la pointe ne touche pas la molécule. En revanche, un courant passe entre les deux. Et le microscope, en passant, mesure à chaque point de passage le courant entre la molécule et la pointe. Et donc, évidemment, ça ne peut pas se faire sur plusieurs molécules à la fois. Oui. Il faut pour ça 4 pointes. Donc, le microscope, le premier au monde, a été construit, qui permet la mesure par 4 pointes du courant tunnel. Donc, sur 4 endroits différents de la surface. Donc, c'était 4 endroits différents de la surface. Le microscope de Toulouse a 4 pointes et c'est unique au monde, c'est ça? Premier au monde. C'est pour ça que je disais qu'en parallèle aux avancées extraordinaires de la chimie, il y a des avancées de la physique qui a permis la construction d'un tel microscope. Donc on pouvait mettre 4 voitures, contrôler chacune par une pointe. C'est ça. Et il y avait 6 concurrents. Ah, voilà. Donc oui, sur ce microscope à 4 pointes, c'était déjà un exploit de le réaliser. Il y avait donc 4 voitures. En plus, il y avait 2 autres voitures qui concouraient, parce que concourir, ça veut dire participer à cet exploit extraordinaire scientifique, plus que de savoir lequel va aller le plus vite, plus loin. Oui. Et donc, ces voitures étaient dans un autre microscope, dans un autre pays, d'ailleurs, ils étaient en Suisse, et c'était transmis, la commande était transmise sur place. Bon, voilà, ça, je ne vous explique pas comment la transmission peut se faire d'un endroit à l'autre. Mais alors, ce qui était marrant, c'est que là, j'ai cru comprendre que la surface était recouverte d'atomes d'or. Ouais. Sur l'autre microscope, c'était des atomes c'était pas de l'or, c'était autre chose. Oui, vous avez tout compris. J'ai suivi ça vous avez suivi de près. Alors, en effet, non seulement c'était des atomes d'or qui recouvraient la surface, mais la surface, c'est de l'or.
Oui, c'est une d'accord. petite plaque d'or. Alors, j'expliquerai pourquoi. Non, je vais vous dire tout de suite pourquoi de l'or. Alors, pourquoi de l'or? Il y a au moins deux raisons. C'est parce qu'évidemment, pour faire bouger une molécule sur une surface, il ne faut pas qu'elle s'accroche trop à la surface. Et l'or, c'est relativement inerte. Et donc, les liaisons faibles entre la molécule et la surface permettent que sous une impulsion, avec une très très faible quantité d'énergie, la molécule avance sur l'or. L'autre raison, c'est que la surface d'or d'un monocristal d'or, c'est-à-dire de structure parfaitement définie, n'est pas parfaitement plane. Elle présente des sortes de rails, des sortes de chevrons de la taille de la molécule, du même ordre de grandeur, de sorte que la molécule est un peu emprisonnée entre deux barrières et on pouvait espérer que ça guiderait la molécule. Donc ça fait vraiment une sorte de piste. Ces chevrons. Maintenant, il y a une molécule dont l'interaction avec la surface n'est pas parfaite sur l'or, elle est trop faible, la molécule aurait trop bougé, les chevrons ne sont pas favorables, et donc sur une surface d'argent, c'était mieux. Et c'est le cas d'une des équipes qui a préféré travailler sur une surface d'argent. C'était en fonction de l'organisation de la molécule, en fait. Exactement, en fonction de la chimie qui existe entre l'argent et la molécule ou entre l'or et la molécule. Alors évidemment, la grande polémique, et c'était polémique, attention. C'était quand même que c'était une course et évidemment les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce qu'on doit disqualifier? Donc heureusement, il y avait un commissaire aux courses, on dit. Ouais. Qui pouvait, celui qui avait le drapeau et qui pouvait dire si oui ou non cette molécule était dans la course ou pas. Bien évidemment. Tu rigoles, mais regarde le départ. Ah, mais bien sûr. Ils ont ajouté le drapeau. Mais bien sûr. Première course mondiale. La course démarre. La course est lancée. Tout va bien. The race is officially starting for 30 hours. C'était quand même un direct de combien de temps ça a duré? 30 heures? Un petit peu moins. Ouais, c'était quand même un direct de 36 heures sur YouTube, commenté en français et en anglais, sans interruption. C'était un truc de fou. À regarder toute la journée, je pensais que ce serait très long et où il se passerait peut-être pas grand-chose. En fait, ça se regardait très bien. 36 heures pour 100 nanomètres. Ouais. Oui, alors ça c'est une drôle façon de voir les choses. Mais enfin 36 heures pour 100 nanomètres, oui, 36 heures pour cet exploit scientifique quand même de faire... Ah mais ça n'enlève rien à l'exploit scientifique. Et si on ramène à la taille de la voiture, bon, ça reste encore assez lent comme vitesse, mais c'est vraiment un exploit d'avoir pu faire avancer ces nano-objets. Alors, un exemple de voiture. Alors, il y avait 6 équipes. Il y avait des Français, des Suisses, des Japonais, des Austro-Américains, des Allemands, et la 6e, c'était des Américains tout court. Ouais, c'est ça. La voiture française, par exemple, qui s'appelle la Green Buggy, est modélisée comme ça. Donc là, on voit bien le châssis, les 4 roues, et elle a des excroissances aussi au bout. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ouais. Et elle avançait en faisant pivoter les axes des roues. Tout à fait. Il y avait même un système de cliquet, d'après ce que j'ai compris, qui empêche que les roues tournent dans l'autre sens. Oui. Les roues ne tournent que dans un sens. C'est vrai qu'un des grands défis, c'est que quand on envoie une impulsion électrique, enfin un peu d'énergie à la voiture, c'est pas vraiment une impulsion électrique, les électrons passent à travers la voiture par effet tunnel, c'est ça qu'on mesure, je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que des électrons passent. Et ils passent sur la surface qui est conductrice, l'or, et ils sont... Bon, donc ça, c'est l'effet tunnel. Ce sur quoi repose le mouvement de la molécule, c'est qu'une partie infime de ces électrons ne passe pas, mais sont, on dit que par effet inélastique, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas directement, mais ils passent en laissant un petit peu d'énergie à la molécule. Et cette énergie est utilisée pour déformer les liaisons, dans certains cas pour les couper, et de sorte que ça va conduire à une déformation, puis à un mouvement contrôlé parce que certaines parties de la molécule vont empêcher que ça se passe dans un sens, vont essayer de favoriser que ce soit directionnel, que le mouvement soit directionnel. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc, si je comprends bien, c'est l'énergie du microscope à effet tunnel qui donne l'impulsion à la voiture pour avancer. Et là, on en arrive à un point très essentiel. C'est fou, ça. Absolument fou. C'est que la même pointe est utilisée pour transmettre de l'énergie et une seconde après pour visualiser. C'est ça. Pour visualiser, ça veut dire que pendant la visualisation, la molécule n'avance pas. Mais on ne sait pas où elle est. Parce qu'on a une image de la molécule, ok, on l'a sur écran, moi j'ai vu. On l'a sur écran, on met la pointe au-dessus, et ça on peut le voir parce qu'en parallèle il y a un microscope électronique qui permet de voir l'ensemble.
mais qui ne permet pas de manipuler. Et donc on met la pointe dessus, on vérifie qu'il y a un petit peu de transfert d'énergie, c'est-à-dire que l'effet n'est pas totalement élastique. Et à ce moment-là, la molécule disparaît. Mais non, elle ne disparaît pas, parce que l'image qu'on a, elle date de la minute d'avant. Ouais. Donc, mais en revanche, on sait, nous, qu'elle a sûrement bougé. Donc après, on a le choix. Soit on envoie une autre impulsion, mais un peu sans savoir exactement où. Soit on s'arrête, on fait une image, et ça prend 3 minutes. Alors, c'est pour ça que quand on regardait, effectivement, il ne se passait pas grand-chose. On voyait surtout le balayage des images qui s'affichaient sur l'écran. Ouais. Des fois, on voyait qu'ils avaient déjà passé la molécule, on voyait où elle était, mais ils continuaient à aller jusqu'en bas parce que je crois qu'ils voulaient les images entières pour après faire une animation de leur avancée. Et puis, ça durait, 95% du temps, voilà, c'était de faire les images. Et après, on fait juste une impulsion. Alors, est-ce qu'il y a eu des différentes stratégies entre les équipes? Par exemple, une qui essayait de faire plusieurs mouvements d'affilée, alors que l'autre, y allait petit à petit? Oui, on a vu ça. On a vu des stratégies différentes. Certains étaient très sûrs de la localisation de leur voiture au fur et à mesure, donc ils envoyaient plusieurs impulsions. Et d'autres, non. C'est quelle équipe, ça? C'était, je pense que c'est plutôt l'équipe qui a gagné, l'équipe des Suisses, qui avait, alors je ne sais pas si vous l'avez en photo, c'est pas, alors là, c'était, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ressemblait vraiment à une voiture, avec les 4 roues. Oui. L'équipe suisse avait une molécule un peu plus petite qui correspond, qui ressemble plutôt à un aéroglisseur. À savoir qu'il y a une impulsion qui fait plutôt glisser la molécule en avant. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait symétrique et donc elle porte un groupement qui fait que à l'avant, elle a l'air beaucoup plus simple. Oui, il y a combien elle est plus simple. 42 atomes, la voiture suisse. Oui, alors est-elle hors du jeu? Parce que la course, était au moins 100 atomes. Ah, c'était une règle? Oui, c'était une règle. Mais non, finalement, elle n'a pas été déclarée hors jeu. Elle n'a pas été déclarée hors jeu parce que c'est évidemment un exploit scientifique et qu'on était là pour ça. Ouais. Et donc cette voiture, elle a ça de remarquable, en effet, qu'elle ne tourne pas, elle avance, elle glisse plutôt sur la surface. Et si vous voyez, est-ce que vous avez aussi l'image de la voiture allemande? Non, j'ai pas la voiture allemande, mais on la rajoute pendant qu'on parle là. D'accord. Tout, elle s'affiche à l'écran. D'accord. Parce qu'elle ressemble à quoi, la voiture allemande? La voiture allemande, elle a 4 groupements. Là, on a l'impression qu'il y en a 3, c'est pas tout à fait vrai. La voiture allemande a 4 groupements. Ouais. Et la voiture allemande, je trouve qu'il faut en parler parce que elle ouvre aussi des nouvelles portes à un nouveau défi qui est celui de la synthèse sur la surface. Je vous ai dit que le défi et la folie des chimistes, c'était d'arriver à construire ces éléments moléculaires. Ailleurs, en solution, évidemment, on fait des solutions. Vous savez bien, la chimie, c'est de la patouille, quelquefois on dit. C'est qu'on met un réactif A, on met un réactif B, puis on obtient un produit C. Et on espère que c'est le bon produit. Il faut des mois pour contrôler cette réactivité, pour arriver à faire ces voitures. Et quelquefois, il faut un solvant pour ça. Il faut mettre les molécules ensemble dans une solution, dans un solvant. Ces gros groupements, ils sont solubles dans rien parfois, dans aucun solvant. Ou alors dans des solvants qui sont pas les mêmes pour les différents éléments constitutifs de la voiture. L'originalité extraordinaire des Allemands, enfin de l'équipe allemande, c'est que leur synthèse a été faite sur la surface. Leur idée, c'était d'amener les fragments. C'est comme nous, c'est comme sur 24 heures du Mans, si on amenait sur la piste le châssis, les 4 roues et qu'on construisait la voiture au stand. Ouais. Là, c'est un peu pareil. Ils ont amené les évaporés. Alors, je reviendrai tout à l'heure au terme évaporé pour expliquer comment on amène les voitures sur la surface. Vous me poserez peut-être la question. Ils ont amené les 4 éléments. Et leur but, c'était de les assembler, de les construire, de les assembler sur la surface pour créer leur voiture avec, on dirait qu'elle a 4 ailes. Et là, ils ont rencontré une difficulté incroyable qui était imprévisible et liée au fait qu'il y avait sur une même surface, il y avait toutes les voitures des concurrents qui imposaient des conditions différentes de chauffage lors de la préparation. Et ils n'ont pu assembler que 3 de leurs éléments. Et c'est là où on a vécu en direct une difficulté inhérente finalement aux conditions de la course. Et comment ils s'en sont sortis alors? Ils s'en sont sortis qu'ils ont beaucoup moins
beaucoup moins avancé que prévu et beaucoup moins avancé qu'ils n'avaient pu le faire lors des préparatifs. D'accord. Bon, donc c'était un peu dommage parce que c'est le jour de la course, mais ça n'enlève rien. Vous avez posé vous-même la question suivante, mais c'est vrai que vous avez parlé donc, de construction d'une molécule avec des mélanges, enfin voilà, qui étaient de la chimie telle qu'on l'imagine, peut-être, avec des tubes et des choses comme ça. Mais une fois qu'on a construit cette molécule, effectivement, vous avez posé vous-même une très bonne question, c'est comment est-ce qu'on dépose une voiture sur une... J'ai compris que c'est vrai. Alors ça me donne l'occasion d'expliquer comment on peut amener une molécule, un élément moléculaire sous ultravide. Parce que toute la question est là. C'est que là, si vous me dites sur cette table on va déposer la voiture, c'est quand même un peu difficile. Pour au moins 2 raisons. D'abord, c'est que votre surface, elle est déjà couverte de molécules. De carbone, ils font pas le ménage, ils font pas le ménage. Visiblement, ils font pas le ménage. C'est ça. Elle est pleine de molécules, c'est insupportable. Voilà. Non, c'est insupportable. Donc je ne vais pas pouvoir poser ma voiture, il n'y a pas de place. Donc ça, c'est le premier problème. Et bon, alors le ménage, ça suffit pas. Même si je faisais le ménage. Ou vous, ou moi, la surface ne resterait pas propre parce que dans l'atmosphère, il y a plein de molécules qui viendraient immédiatement se déposer dessus. Donc pour éviter ça, la piste est sous ultravide. Sous ultravide, c'est-à-dire en l'absence d'atmosphère, sous ultravide, ça veut dire sous une pression extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on a fait le vide des molécules environnantes. Il en reste quelques-unes, mais très très peu. De fait, grâce à ça, la surface d'or que l'on voit avec ces petits atomes et tout ça, elle reste accessible. Les atomes ne sont pas recouverts d'hydrocarbures, de carbone, de saleté. Et donc, on va pouvoir déposer la voiture. Premier intérêt de l'ultravide, c'est ça, c'est que la surface restera propre. Deuxième intérêt, c'est que quand on va avoir la petite poudre de molécules sur le côté, on va pouvoir la mettre au contact de l'enceinte ultravide, la boîte ultravide, et dès qu'on va, par différence de pression, dès qu'on va ouvrir la vanne, les molécules vont s'évaporer. Parce qu'elles vont évidemment, pression de vapeur saturante de la poudre, il va y avoir une petite pression de molécules, de constituer des molécules, et elles vont avoir tendance à aller là où il y a du vide. Donc, c'est pour ça qu'on dit s'évaporer. C'est comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. On voit bien qu'il y a de moins en moins d'eau dans la casserole parce que les molécules d'eau s'évaporent. Et elles se déposent où? Elles se déposent là où il y a du froid. Et donc, la surface d'or est refroidie pendant tout. Endroits précis. Non, elle est entièrement refroidie. Et donc, après, comment est-ce qu'on trouve les voitures? Alors, on les cherche avec le microscope. Mais pendant la course sur YouTube, ils passaient leur temps à chercher les voitures. Exactement. Et on entendait tout le temps, l'équipe japonaise a perdu sa voiture, on la recherche. Oui, parce que la surface est refroidie à peu près à presque 300 degrés en dessous de notre température ambiante. De sorte que, voilà, on peut déposer dessus les molécules, mais on en dépose des millions comme ça. Et après, vous avez peut-être vu, au début de la course, ils sont quand même pas mal, les pilotes. Parce que non seulement ils ont leur voiture, mais ils commencent par déblayer. Ils commencent par déblayer pour avoir leur piste libre. Parce qu'évidemment, quand on évapore un peu partout, malgré la présence de cache, ça a demandé des mois de raffinement pour pouvoir évaporer au bon endroit, c'est possible au bon endroit. Mais néanmoins, donc ils cherchent leur voiture grâce à la visualisation. Et avec la pointe de microscope, ils ont eu le droit de toucher les voitures pour les éloigner, pour déblayer. Il y a plein de voitures et il fallait en garder une. Il fallait en garder une ou quelques-unes de rechange quand même. Hein. Donc ils ont, voilà. En cas d'accident. C'est comme avec un balai, ils ont poussé les voitures dont ils n'avaient pas besoin. Mais là, on est dans un environnement super contrôlé avec l'ultravide, la température et tout. Dans les applications futures qu'on imagine et dont vous parliez tout à l'heure, où on serait dans le corps humain en train d'envoyer des petits transports, c'est beaucoup plus sauvage que ça comme environnement. Oui, c'est beaucoup plus sauvage que ça. Là une partie de l'environnement était requis pour la visualisation quand même. Hein. Pour que le microscope à champ proche marche bien, il fallait ça. Parce que l'objectif, c'était de les faire avancer sur de l'or, donc pour que l'or reste propre, il fallait ça. Maintenant, si on imagine aller plus loin, il y a plusieurs types d'applications. On parlera de l'électronique moléculaire peut-être tout à l'heure, mais celle dont je parlais, c'était finalement l'inspiration qui a conduit certains à concevoir des molécules, des moteurs moléculaires. C'était en particulier ce qui a guidé, je reviens au prix Nobel, Jean-Pierre Sauvage et Stoddart, qui vraiment c'était de la bio-inspiration pour concevoir leur première
leurs macromolécules dont les conformations pouvaient changer. Et donc si on va dans l'autre sens et que maintenant on peut penser que nos moteurs moléculaires vont pouvoir être utilisés dans le corps humain, d'abord la plus grande difficulté, c'est il va pas en falloir une, mais il va falloir plein. Il va falloir les synchroniser. Il va falloir qu'elles marchent ensemble pour constituer. Il faut aller de la molécule au matériau. Il faut partir d'un élément pour en avoir plusieurs qui soient synchronisés, qui marchent ensemble. Et après, l'environnement dans lequel elles vont marcher, je dirais qu'on n'aura pas... C'est autre chose comme contrainte. Il faudra que l'environnement... D'abord qu'elles marchent sur des surfaces molles. Donc elles s'accrochent, mais pas trop, sur la surface molle. Et après, il n'y aura pas l'enjeu de visualisation. Il y aura l'enjeu plutôt de compatibilité avec les molécules environnantes, c'est-à-dire l'eau, c'est essentiellement un milieu aqueux. Pourquoi pas, ça, je dirais que ce n'est pas la grande difficulté. C'est ça les défis maintenant. Maintenant qu'on a réussi à faire une course de voiture et qu'on est très fiers de nous, est-ce que le but c'est d'essayer d'autres surfaces, d'autres contraintes pour aller plus loin? Alors un des buts c'est ça, une des perspectives c'est ça, d'essayer de les faire marcher sur d'autres types de surfaces, notamment des surfaces molles. C'est aussi d'aller un peu plus loin dans la physique de la compréhension du mécanisme d'avancement de ces molécules, parce qu'on sait qu'on envoie un électron qui perd un peu d'énergie dans la... Mais à quoi sert cette énergie? D'abord, on ne sait pas la mesurer, c'est-à-dire on ne sait pas mesurer la puissance du moteur associé, et on ne sait pas après comprendre comment la déformation de certaines liaisons vont être permises et pas d'autres. Ça, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus. Donc, il y a beaucoup de physique là-dessus, beaucoup de physique à comprendre. Et ça va donner lieu à des recherches. La course, là, les résultats des courses... Ouais, je parle comme... Disons, la multitude d'images enregistrées, la multitude de données acquises pendant ce week-end va être exploitée pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde met en commun ces secrets de fabrication, de pilotage? De fabrication, non, pas tous. Il y avait quelques inconnus sur les molécules qui seraient apportées par certaines équipes. En revanche, il y a un réel travail d'équipe et de collaboration internationale entre ces équipes qui était remarquable. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont publié des travaux ensemble. Je voudrais quand même citer Christian Joachim, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui a mené, des recherches dans ce domaine depuis des dizaines d'années, était quand même un des premiers à montrer la roue moléculaire sur une surface, puis la brouette moléculaire, c'est-à-dire des éléments qui pouvaient tourner et faire avancer l'ensemble. C'est un expert aussi du calcul d'image, STM, parce que le STM, c'est le nom du microscope, un Scanning Tunneling Microscope. Et il ne suffit pas de regarder, je l'ai dit tout à l'heure, il faut mesurer en permanence un courant. Et il faut faire la liaison entre ce courant et la molécule. C'est un expert du calcul d'image qui permet de visualiser presque en temps réel les voitures. Et donc, lui, évidemment, c'est avec son équipe avec les chimistes de son équipe, Gunail Rappen et d'autres, ils ont réalisé la synthèse de ces molécules. Et maintenant, ils vont encore beaucoup travailler à l'interprétation. Aller plus loin, c'est donc, je l'ai dit, essayer ensuite de concevoir des molécules qui vont être synchronisées et qui vont pouvoir effectuer ces mouvements, ces déplacements sur d'autres types de surfaces, moins modèles, qu'on pourra sans doute moins visualiser, mais dont on pourra mesurer les déplacements peut-être d'une autre façon. Ok. Non, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Juste pour comment c'est calculé le vainqueur en fait, qui a gagné et comment on a su qui avait gagné? Les choses importantes. Oui, alors là, je vois l'esprit de compétition qui revient. Pas du tout. J'ai bien compris de toute façon que l'exploit était commun. C'était un exploit collectif. Oui, ça c'est vrai. Mais vu que c'est une course, il faut j'aurais dû parler du 3e récipiendaire du prix Nobel cette année, qui est Feringa, qui lui aussi avait une voiture, était vraiment aussi un des premiers à avoir une voiture moléculaire, quelque chose qui ressemblait à une molécule, qui n'a pas participé à la course, mais je voudrais quand même lui rendre hommage. Maintenant, qui a gagné? Le commissaire aux courses s'est arraché les cheveux. Il en avait encore, et parce que c'est vrai qu'entre ceux qui ont concouru sur une surface d'argent, la molécule a été parfaitement contrôlée, ils ont avancé, ils ont fait 100 nanomètres très rapidement. La molécule allemande qui a glissé sur la surface et qui est arrivée, alors ça c'était magnifique, en effet, elle a franchi la barre d'arrivée
Il n'y a pas de barre d'arrivée, mais disons qu'elle a franchi 100 nanomètres la plus rapidement possible. C'est les Suisses, non? Oui, pardon, les Suisses de Bâle, l'équipe de Bâle. Oh là là, ouais, je fais une erreur, excusez-moi. Les Suisses de Bâle, ils ont franchi 100 nanomètres, ils ont été les premiers à franchir 100 nanomètres. En combien de temps? En quelques heures, je crois. En quelques heures, on avait début d'après-midi, c'était ouais, fait, c'était fait en début d'après-midi. Donc, incontestablement, c'est eux qui ont gagné, selon moi. Alors maintenant, les Français disent, les Français, oui, allez, j'en viens aux Français quand même. Ils avaient la plus belle voiture, je trouve, celle qui ressemblait à un buggy avec ses 4 roues, formidable. Et ils ont eu du mal à la faire avancer, mais peut-être parce qu'ils ont vraiment respecté les règles de la course et qu'elle était très grosse et que voilà, alors on leur a mis une croix assez vite sur le tableau d'affichage. Ça ne veut pas dire disqualifié, ça veut dire un autre type de compétition. C'était pas les mêmes voitures. Ils ont réussi quand même à la faire sauter, cette molécule. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, bah alors. Ouais. Donc elle a sauté en l'air, elle a rebondi sans se casser. Bon, ils en ont perdu une parce que leur exploit, c'est d'avoir réussi à faire des roues liées à un châssis, mais pas trop liées, évidemment, avec les contraintes qu'impose la surface et la visualisation. À un moment, ils ont perdu une roue, ils ont été obligés d'aller chercher une autre voiture qu'ils ont trouvée. Ok, donc la prochaine course... Qui a gagné, c'est difficile. Hein. Finalement, les courses n'étaient pas tout à fait les mêmes. On fera une course d'obstacles avec du saut la prochaine fois. Ah, très bonne idée. Très bonne idée. Je propose ça. Maintenant, vous vous débrouillez pour l'organiser. Ouais. Merci beaucoup, Claire-Marie Pradier. Moi, j'aurais bien continué une demi-heure. D'ailleurs, je pense qu'on fera... Enfin, c'est obligé que vous reveniez nous parler de nanomachines. En plus, on n'a pas parlé de l'historique et tout. Avec grand plaisir. Je reviendrai avec grand plaisir parce que, comme vous voyez, je parle beaucoup parce que c'est moi, ça me crève le cœur passionnant. d'arrêter maintenant. Mais il faut qu'on parle de l'animal le plus mignon du monde. Et c'est vraiment la recherche. Donc, l'animal le plus mignon du monde, quel est-il? Ça change toutes les semaines. Bah ouais, je sais pas, essaye. Moi, j'en ai un, c'est pas le mien. Non. Un panda. Non, c'est le bison. Ah oui, non, là, je saurais pas plus. C'est le bison et je vais vous le prouver tout de suite avec ces bébés bisons spécial Kazedi à ma petite sœur Ariel, qui voulait adopter un bébé bison quand elle était petite. Ouais. Ah oui. Voilà, c'est des bébés bisons du zoo du Bronx à New York. Alors, l'exploit, c'est quand même que je vous rappelle que le bison a failli disparaître au début du XXe. À un moment, il en restait moins de 1000 parce qu'il a été... Regardez, c'est trop mignon. Il a été massivement chassé. Et depuis, les efforts de conservation ont payé. Hein. Il y a de nouveau, le bison n'est plus menacé. Il est... Regarde, sur place. C'est trop mignon. Ah, j'ai bien compris. Et sauf qu'en fait, il y a eu énormément de, comment on dit, de croisements avec d'autres bovins, des taureaux et tout. Et donc, il n'y a plus beaucoup de bisons purs. Et là, le défi, c'est de refaire des hordes de bisons génétiquement purs. Et c'est ce qu'essaye de faire le zoo du Bronx depuis 5 ans. D'accord. Voilà. Et là, le il a papa... quelle taille, celui-là? Oh, je sais pas. Le papa de ces petits bisons est né d'un transfert d'embryon. C'était une manipulation super délicate en 2012. D'accord. Attention. Ok. Bon, voilà. Encore merci. Merci Erwan, à la semaine prochaine. Merci à vous. Salut. Ciao.